Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Après Pâques, on le disait tout à l'heure, nous célébrons aujourd'hui un autre événement. Pas sûr que les ouailles d'Emmanuel Macron aillent déposer des cierges à l'église pour sauver ce qu'il en reste. Ce sont les 10 ans du mouvement En Marche. Oui, vous vous souvenez, c'était en 2016. Le ministre de l'économie et des finances, M. Macron, avait démissionné. Il avait quitté l'Élysée, tout le monde était triste. Et puis finalement, on avait appris que c'était pour créer son parti politique. Peu de gens y croyaient. D'ailleurs, faut voir tous les gens qui ensuite ont participé à son gouvernement étaient ceux, que ce soit François Bayrou, que ce soit Bruno Le Maire. Faut aller voir ce qu'ils disaient de Macron à l'époque, hein. Compétent, petit, prétentieux. Bon, finalement, ils sont tous venus à la gamelle. Et donc, 10 ans après, on est en 2026. Quand je me souviens de l'enthousiasme, j'avais moi-même été approché un petit peu par ce milieu-là pour savoir si, non, pas besoin d'y aller. Et l'enthousiasme des fondateurs de la République, qui va devenir la République En Marche, puis Renaissance, et au début, alors la victoire après 2017, il fallait les voir. Aujourd'hui, quand je les croise, je sais pas pourquoi ils changent de conversation. Alors débat, j'ai du mal à trouver des gens qui ont voté Macron. Alors électeurs de Macron, est-ce que vous voulez vous nous appeler pour savoir si vous existez bien encore? Allez, assumez. Voilà, on a du mal à les croiser. Il y en a qui assument très courageusement d'ailleurs et qui reconnaissent. Bon, aujourd'hui, les électeurs vont surtout à Horizon, je pense. Ceux qui assument d'avoir voté Macron en 2017, ils n'ont pas de mots assez durs pour dire leur chagrin, mais nous-mêmes, on aurait voulu que ça marche quelque part. C'était l'intérêt de la France. Le bilan est catastrophique. Donc 10 ans après, c'est plutôt profil bas. Je sais pas si ça sera un cadeau d'anniversaire où il y aura 10 bougies. Je ne pense pas qu'il y ait de cérémonie et qu'il y ait de teufs, de fêtes, de défilés, place de la Concorde. Ça peut être l'occasion d'un énième changement de nom, hein, parce que Gabriel Attal voulait changer encore une fois le nom du parti. Donc peut-être aujourd'hui. Oui, moi je propose un nouveau nom pour. J'ai peur. Plus jamais. Ah. Plus jamais. Voilà. La France insoumise est dans la tourmente, ma chère Maude. Encore? Mais c'est de votre faute. C'est de votre faute. Moi. Une fois de plus, vous allez nous expliquer qu'elle a été financée par des dictateurs. C'est pas moi qui le dis. Des dictateurs, ils étaient plusieurs. Ils étaient plusieurs. Expliquez-nous ça nous intéresse. D'abord, il n'y a pas un jour sans que tantôt un député de la France Insoumise soit indirectement impliqué dans un assassinat, une eurodéputée de la France Insoumise soit arrêtée pour apologie du terrorisme et détention de stupéfiants. Je vous épargne la litanie des coups de casque et autres violences conjugales qui font la grandeur d'âme de ce parti. Parce qu'aujourd'hui, on apprend que la France Insoumise pourrait avoir été financée par des dictateurs vénézuéliens, ce qui ne ferait que justifier les tendresses de Jean-Luc Mélenchon adressées à Nicolas Maduro, sans parler de ses sensibilités de chaviste assumées. C'est le député du Rassemblement national Julien Audoul qui a saisi la justice en s'appuyant sur des éléments issus de l'ouvrage Occident, enquête sur nos ennemis, du journaliste et chercheur Frédéric Martel. Selon Frédéric Martel, qui a mené une enquête pendant 8 ans et interrogé près de 2000 protagonistes dans le monde entier, plusieurs anciens responsables des régimes d'Hugo Chavez et Nicolas Maduro au Venezuela lui aurait rapporté que l'État vénézuélien aurait financé massivement le parti espagnol Podemos, ainsi que, je cite, les amis politiques de Jean-Luc Mélenchon en France. Selon Martel, toujours, ces fonds auraient transité par la compagnie pétrolière publique vénézuélienne, PDVSA, et par la Maleta Diplomatica, un procédé exploitant les immunités du courrier diplomatique pour transporter de l'argent liquide. Le livre évoque également des avantages en nature accordés à Jean-Luc Mélenchon, tels que l'usage de l'avion personnel de Hugo Chavez ou la prise en charge de ses déplacements et de sa sécurité au Venezuela. Pour le député Julien Audoul, ces éléments suffisent donc à justifier une saisie de la justice afin d'évaluer la qualification pénale de ces faits, notamment en matière de financement illicite de partis politiques et de blanchiment d'argent. À suivre. Vous avez raison de vous inquiéter, de vous interroger, ma chère Maud, de ceux qui se posent la question. Je vais mettre un petit bémol, bien sûr, et si c'est avéré, c'est vrai que c'est pas bien. Même si c'est pas. C'est même plutôt grave. Hein. Oui, quand on parle d'ingérence étrangère, là on est en plein dedans. Maud, nous sommes sur Sud Radio, c'est Parlons Vrai. Je pense que de ce côté-là, la France Insoumise joue les stagiaires, ou les apprentis en formation par rapport à d'autres partis, où les sommes sont monstrueuses. Il y a même des procès aujourd'hui qui sont en train d'avoir lieu sur le financement des partis politiques. Et le régime de Chavez était une pseudo-dictature, qui avait pas encore trop de sang sur les mains. Il y a aujourd'hui des partis politiques en France qui ont eu de l'argent, des fonds secrets donnés pour des campagnes électorales. Il y a a priori un parti.
concernés. Non, mais ça existe depuis la nuit des temps. Oui, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Et je peux vous dire qu'il y a des sommes d'argent qui sont venues enrichir des partis politiques français dont la provenance était beaucoup plus douloureuse et beaucoup plus nauséabonde que celle du Venezuela, que je ne soutiens pas et que l'on dénonce si c'est vrai. Voilà, mais soyons très prudents. Mais c'est bien de signaler parce que comme la France insoumise est très donneuse de leçons en la mesure, je me souviens toujours cette phrase ancienne: quand tu grimpes au cocotier, il faut avoir le caleçon propre. Une proposition de loi fait polémique à l'Assemblée nationale. Elle vise à lutter contre l'antisémitisme. Oui, c'est une proposition de loi déposée par Madame Yadan, qui est députée. Et donc, ça suscite une polémique très violente parce que, bien entendu, on sait bien qu'on revient sur la France insoumise. Il y a eu de la part de la France insoumise depuis la tragédie du 7 octobre en Israël et à Gaza des propos dont on peut considérer, pour certains, qu'ils relèvent de l'antisémitisme. On a vu des manifestations avec le mot mort aux Juifs sur les rues de Paris depuis 2023, et certains leaders de la France insoumise tiennent sur Israël des propos qui sont extrêmement polémiques. Donc, ce projet de loi, il y a déjà des lois sur l'antisémitisme en France. Ce projet de loi vise à raffermir, préciser, re-encadrer ce qu'est l'antisémitisme, les propos qui sont susceptibles d'être poursuivis par la loi, et ceux qui évidemment suscitent des polémiques dignes de passer devant les tribunaux. Pour autant, en face, hurlement à la France insoumise, on dit non. Non, nous, ce que nous faisons, c'est de l'antisionisme ou de l'anti-israélisme. Cette loi veut nous empêcher de nous exprimer, elle veut nous faire taire, elle veut considérer que si on est critique à l'égard de Netanyahou, qu'on dénonce ce qui s'est passé à Gaza, et que l'on dit qu'aujourd'hui le gouvernement israélien, dans un sionisme violent, est en train de porter préjudice à la paix mondiale, ça, on voudrait nous le faire passer pour l'antisémitisme. Le débat est là. Il y a déjà 200 000 signatures qui ont été réunies pour contester cette loi. Je pense que, je ne sais pas si c'est bienvenu ou malvenu, mais compte tenu de l'attention, l'appareil législatif actuel est déjà assez fourni. Et je pense que relancer la polémique, j'espère qu'ils savent où ils vont. Et effectivement, critiquer Israël et critiquer le gouvernement Netanyahou n'est pas forcément l'antisémitisme. Il y a peut-être des antisémites qui en profitent pour prendre, j'allais dire, cette voie en marche pour critiquer Israël, mais ce n'est pas forcément l'antisémitisme. Il faudra bien voir le texte de loi, qu'est-ce qu'il peut voir comme cas législatif et quels seront les arguments juridiques en termes de droit pour savoir ce qu'est de l'antisémitisme et ce qui n'en est pas. Alors... Et puis vous êtes étudiant, vous avez déjà du mal à boucler vos fins de mois, à payer votre loyer, votre abonnement téléphonique, vos courses, et pour bon nombre d'entre vous, ça ne s'arrête pas là. Oui, c'est de pire en pire. Les étudiants ont de moins en moins de revenus. Vous-même, vous avez été confronté à cette situation ou non ? Moi, j'ai eu la chance d'être aidée par mes parents quand même, dans un premier temps lorsque j'étais étudiante. Aujourd'hui, c'est la dèche. Ah, c'est l'enfer. Non, mais en vrai, c'est compliqué, hein, malgré tout, qu'on soit étudiant ou jeune professionnel. Je pense que tout le monde est logé à la même enseigne. Si vous vivez simplement du fruit de votre travail et que vous vivez à Paris, dans mon cas, ça peut vraiment vite devenir compliqué. Ça signifie qu'il y a des étudiants qui ne sont pas en mesure de poursuivre leurs études. Ça met des parcours en cause. On s'étonne que les pouvoirs publics aient pas mis en place des dispositions qui permettent quand même d'assurer un minimum de revenus à ces étudiants qui vivent quelquefois des situations tragiques. Avec certains étudiants subissent des abus, évidemment. On les exploite tout simplement. Et puis d'autres sont en train de remettre en cause leur avenir professionnel. Ça crée une immense détresse et surtout chez eux, ça crée un désespoir qui fait qu'ils ne croient plus en rien. Si vous n'avez pas en France aujourd'hui, compte tenu des moyens, compte tenu le pognon dingue dont parlait Emmanuel Macron dans les dépenses sociales, si on n'a pas de quoi soutenir nos jeunes étudiants pour qu'ils puissent arriver au bout de leurs études, que font-ils ? Pour certains, ils s'en vont. Ils vont à l'étranger. Allez, très rapidement, une bonne nouvelle quand même, on va parler du ticket restaurant qui sera bientôt utilisable tous les jours, Perico. Oui, Serge Papin a fait une déclaration en disant que finalement, le ticket restaurant sera encore valable dimanche. Olivia Grégoire, quand elle était secrétaire d'État au commerce et à l'artisanat, avait aussi obtenu qu'il soit maintenu. Ensuite, il y avait une polémique. Les restaurateurs, évidemment, l'UMI en particulier, ne voulaient pas de cette disposition et considèrent que c'est une concurrence déloyale que l'on puisse utiliser un ticket restaurant qui est censé vous payer votre repas pendant la semaine
ne soit pas utilisé le week-end ou pour des achats alimentaires, et bien là, compte tenu de la conjoncture économique et la situation de certains foyers, eh bien on pourra continuer à utiliser les tickets restaurants le week-end. Voilà, même si c'est pas dans un but professionnel, ça contribue à la rétribution des salariés les plus défavorisés. Et je pense pas que ce soit. Je veux bien qu'il y ait une petite concurrence déloyale. C'est pas ça qui permettra ou qui aggravera le sort de la restauration.